Vous marchez devant eux chaque jour. Les gens invisibles, ceux vidant les poubelles, lavant les sols, s'effaçant dans l'arrière-plan. Vous pensez que vous connaissez leur histoire? Mais si la personne nettoyant le sang du sol en savait plus sur sauver une vie que le docteur tenant le scalpel? En 2024, dans un hôpital de vétérans chaotique à Seattle, une femme de ménage nommée Evelyn a fait l'impensable. Quand le cœur d'un jeune soldat s'est arrêté et les chirurgiens ont figé, elle n'a pas juste appelé à l'aide, elle a pris la lame. Ceci est l'histoire de l'héroïne cachée qui a enfreint chaque règle pour payer une dette aux morts. Vous ne croirez pas qui elle était vraiment. L'odeur de l'hôpital des vétérans Saint-Jude était d'un cocktail spécifique de nettoyant au pain, de café rassis et de désespoir. C'était le genre d'odeur qui s'installait dans vos pores et refusait de partir, peu importe combien de douches vous preniez. Evelyn Cross ajusta sa prise sur le manche de la vadrouille, ses phalanges blanches. Elle avait 42 ans, bien que les mèches grises dans son chignon désordonné et les rides profondes gravées autour de ses yeux la faisaient paraître 10 ans plus âgée. Pour le personnel de Saint Jude, elle était juste Evie, la femme qui nettoyait le vomi dans la salle d'attente, la femme qui vidait les poubelles de déchets biologiques sans se plaindre, la femme qui ne faisait jamais de contact visuel. « Hey, vous avez manqué un endroit !» Une voix aboya. Evelyn ne broncha pas. Elle connaissait la voix. Dr. Greg Sterling, 35 ans, éducation Ivy League et assez d'arrogance pour remplir toute l'aile de traumatologie. Il était le chirurgien de garde de nuit. Un homme qui traitait les infirmières comme des serveuses et le personnel d'entretien comme des meubles. Evelyn déplaça lentement sa vadrouille sur la marque des raflures sur le linoléum. « Je l'ai, docteur, » murmura-t-elle, sa voix rauque. « Assurez-vous de le faire. Nous avons une nuit agitée devant nous. Je ne veux pas glisser sur votre incompétence pendant que j'essaie de sauver des vies. » Sterling ricana, ajustant son impeccable blouse blanche avant de pousser les doubles portes des urgences. Evelyn le regarda partir, ses yeux se rétrécissant légèrement. Si seulement il savait. Elle poussa le chariot à seau vers le placard à fourniture, sa jambe gauche traînant légèrement. Un souvenir d'un AED routier près de Kandahar en 2018. La douleur était une compagne constante, un rugissement sourd dans sa hanche qui montait en flèche chaque fois qu'il pleuvait, mais elle ne prenait rien pour ça. La douleur la maintenait ancrée. Cela lui rappelait pourquoi elle était ici, cachée à la vue de tous, récurrent des sols dans ce système même qui l'avait mâché et recraché. Dans le placard à fourniture, Evelyn s'effondra sur une pile de boîtes en carton. Elle sortit un carnet usé relié en cuir de la poche de sa combinaison bleue surdimensionnée. Il était rempli de noms, de dates, de dosages, de procédures. Ce n'était pas un journal, c'était un registre. Pendant les 6 derniers mois, Evelyn avait observé. Elle avait remarqué que Mme Gable au lit 4 recevait le mauvais dosage d'héparine. Elle avait remarqué que les chambres stériles dans la salle de traumatologie 2 étaient compromis par des internes paresseux. Elle avait tout remarqué parce que personne ne la remarquait. Y vint. Elle rangea le carnet et se leva, attrapant un vaporisateur. « Tiens, Sarah. » Sarah Jenkins, l'infirmière en chef des traumatismes, passa la tête. Sarah était le seul rayon de soleil dans ce purgatoire. Elle était elle-même une vétérane, une ancienne infirmière de l'Air Force, qui s'en souciait vraiment. La cafetière dans la salle de repos a explosé. Encore Sarah soupira, soufflant un cheveu égaré de son visage. Et nous venons de recevoir un appel. Évacuation sanitaire entrante. 3 Humvees impliqués dans un accident d'entraînement à Lewis McCord. Ça va être un bain de sang. Je m'occupe du café, dit Evelyn, gardant la tête baissée. Tu vas bien, Evie? Tu as l'air pâle. Sarah fit une pause, regardant la femme de ménage avec une réelle inquiétude. Juste les fumées. Evelyn mentit. Va, prépare-toi pour l'arrivée. Alors que Sarah s'éloignait en courant, les haut-parleurs au plafond crépitèrent. Code bleu. Traumatologie 1,
ATI 2 minutes. Multiples blessures par écrasement sévère. Dr. Sterling à la traumatologie 1. Evelyn sentait cette démangeaison familière dans ses doigts. Le poids de fantôme d'un scalpel. La montée d'adrénaline qui définissait son existence. Elle ferma les yeux et prit une inspiration. « Tu es morte », se dit-elle. Major Evelyn Cross, chef de chirurgie traumatique, Massonine Airborne, est morte dans cette enquête il y a 4 ans. Tu es juste Evie. Tu as nettoyé le sol. Mais alors que les sirènes hurlaient dehors, devenant plus fortes, couvrant le bourdonnement de l'hôpital, Evelyn sut que cette nuit serait différente. L'air était lourd, chargé. Elle attrapa son seau et sortit dans le couloir juste au moment où les doubles portes s'ouvraient. Le chaos qui suivit était une chorégraphie qu'elle connaissait mieux que son propre rythme cardiaque. Paramédicaux criant les signes vitaux, infirmières coupant les uniformes, le goût métallique du sang frappant l'air. Homme 22 ans. Traumatisme contondant à la poitrine. La tension artérielle est de 60/40 et chute, cria un paramédical, enjambant la civière pendant qu'il effectuait des compressions. Evelyn se pressa contre le mur pour laisser la bousculade passer. Alors que la civière filait, elle aperçut le visage du soldat. Il était jeune, terrifiamment jeune, et il se noyait dans son propre sang. Elle regarda vers la salle de traumatologie. Le Dr. Sterling était là, criant après une infirmière, parce que sa playlist préférée ne se connectait pas au haut-parleur Bluetooth. Priorité Dr. Sarah lui cria, branchant le patient au moniteur. Il est en train de s'effondrer. Evelyn ne bougea pas. Elle ne pouvait pas. Elle fixa le moniteur visible à travers les portes vitrées. Le rythme était irrégulier. Tachycardie ventriculaire. Il a besoin d'une thoracotomie. Pensa Evelyn, le diagnostic flashant dans son esprit instantanément. Son péricarde se remplit de sang. Il est en tamponnade cardiaque. Si Sterling ne le draine pas dans les 60 secondes, ce garçon est mort. Elle serra le manche de sa vadrouille. Ses phalanges redeviendraient blanches. Ne le fais pas, Evie. Reste dans l'ombre. Mais ensuite, le soldat sur la table tourna la tête. À travers la douleur, à travers le choc, ses yeux se fixèrent sur les siens à travers la vitre. C'était un regard qu'elle avait vu 1000 fois dans la poussière de l'Afghanistan. Un regard qui disait « Aidez-moi ». Evelyn lâcha la vadrouille. Le bruit du manche de la vadrouille heurtant le sol résonna comme un coup de feu, mais personne ne l'entendit au-dessus des moniteurs hurlants. À l'intérieur du trauma 1, le Dr. Sterling paniquait. Il ne le montrerait pas. Son narcissisme ne le permettrait pas. Mais Evelyn pouvait voir les signes révélateurs, le léger tremblement dans ses mains, le voile de sueur sur sa lèvre supérieure. Il hésitait. « Je n'arrive pas à avoir de pouls », criait Sarah, ses mains volant à travers le chariot d'urgence. La pression s'effondre. « Sterling, faites quelque chose. » « J'évalue », coupa Sterling, regardant l'écran d'échographie qui était obscurci par l'éblouissement. « Je pense que c'est un pneumothorax sous tension. Donnez-moi une aiguille. Calibre 14. » « Non, » murmura Evelyn du couloir. Elle fit un pas en avant. « Décompression à l'aiguille », ordonna Sterling. Il enfonça l'aiguille dans la poitrine du soldat. Un sifflement d'air, mais les signes vitaux ne s'améliorèrent pas. En fait, le moniteur de fréquence cardiaque commença à hurler une tonalité d'alerte de ligne plate. « Ça ne marche pas. Il est en arrêt », cria Sarah. « Commencez les compressions. »« Merde !» Sterling jeta l'aiguille dans un plateau. « Prenez les palettes de défibrillation. Chargez à 200. Tu ne peux pas choquer une tamponnade, idiot. » Evelyn grogna sous son souffle. Le fluide autour du cœur l'étouffait à mort. L'électricité ne réparerait pas un problème de plomberie. Le gamin avait besoin d'un trou dans sa poitrine, et il en avait besoin maintenant. Evelyn regarda autour d'elle. Le couloir était vide. Le gardien de sécurité était au distributeur automatique. Elle marcha. Elle ne courut pas. Courir attirait l'attention.
Elle marcha avec la démarche déterminée et terrifiante d'une commandante. Elle poussa les doubles portes du Trauma 1. Sortez. Sterling aboya sans regarder, supposant que c'était une ordonnance confuse. Dégagez la pièce. Evelyn l'ignora. Elle marcha droit vers le plateau d'instruments. Ses yeux scannèrent les outils métalliques. Scalpel, écarteur de côte, pince. J'ai dit, sortez. Sterling rougit. Toi, la femme de ménage, tu es folle? Fous le camp de mon bloc avant que je ne demande à la sécurité de te jeter par une fenêtre. Il a une tamponnade cardiaque, dit Evelyn. Sa voix était différente maintenant. Le râle avait disparu. Elle était froide, claire et autoritaire. Regardez la distension jugulaire. Regardez la pression pulsée qui se rétrécit avant qu'il ne s'effondre. Vous l'avez manqué. Sterling cligna des yeux, stupéfait par l'audace. « Excusez-moi. »« Bougez, » dit Evelyn. Elle ne demanda pas. « Sécurité » hurla Sterling. « Sortez cette femme folle d'ici. » Deux aides-soignants apparurent à la porte, hésitants. « Il est mort si vous ne l'ouvrez pas, » dit Evelyn, croisant le regard de Sarah. « Sarah, regarde le moniteur. Activité électrique, mais pas de pouls. PA, c'est une tamponnade. Si tu le choques encore, tu ne feras que cuire un cadavre. » Sarah regarda le moniteur, puis Evelyn. Elle vit quelque chose dans les yeux de la femme de ménage. Pas de la folie, mais de la compétence. « Dr. Sterling, » dit Sarah d'urgence. Elle pourrait avoir raison. Les veines dans son cou. Je suis le chirurgien ici. Sterling rugit, attrapant les palettes du défibrillateur. Dégagez. Bip. Bip. Non. Evelyn se jeta. Elle ne poussa pas le docteur. Elle utilisa un mouvement de combat militaire précis, attrapant son poignet et tordant la palette loin de la poitrine du patient. Sterling poussa un cri, laissant tomber la palette. « Vous êtes viré. Vous êtes en prison. » Sterling cria, reculant, serrant son poignet. « Sécurité, arrêtez-la. » Les aides-soignants se précipitèrent, attrapant Evelyn par les bras. « Laissez-moi. » Evelyn lutta. Mais c'étaient de grands hommes. Il est en train de mourir. Regardez-le, sortez-le. Sterling tremblait maintenant, plus de rage que de peur, et chargea de nouveau les palettes. Tandis que les aides-soignantes tiraient Evelyn en arrière, le corps du patient eut une violente convulsion. « Attendez !» Une voix retentit de l'embrasure de la porte. Tout le monde se figea. Se tenait là, appuyé sur une canne, un homme âgé en costume civil, mais avec une prestance qui hurlait militaire. C'était le général Arthur Hayes. L'administrateur de l'hôpital se cachait derrière lui. « Ce soldat, » dit le général, pointant un doigt tremblant vers la table. « C'est mon fils. » La pièce devint silencieuse comme la mort. « Général, s'il vous plaît. » Sterling balbutia, affichant son meilleur visage affligé. « Nous faisons tout ce que nous pouvons. Mais votre fils a subi des blessures massives. Nous devons vider la pièce pour continuer. » Le général ignora Sterling. Il regarda Evelyn, qui était toujours retenue par les aides-soignants. Il regarda sa combinaison bleu sale, ses cheveux gris, ses yeux désespérés. Puis il regarda ses mains. Evelyn cessa de se débattre. Elle regarda droit le général. « Général Hayes, votre fils se noie dans son propre sang. Cet homme traite un poumon effondré. S'il ne coupe pas le péricarde dans les 30 prochaines secondes, Taylor est parti. » Les yeux du général s'écarquillèrent. « Comment connaissez-vous son nom? »« Je ne le connais pas, » dit Evelyn doucement. « Mais je connais la blessure. Je l'ai vue à Fallujah. Je l'ai vue au Korangal. Laissez-moi travailler. C'est une femme de ménage, général, » protesta Sterling. « Elle est délirante. » Le moniteur émit un long gémissement aigu. « Ligne plate. Il est parti, » dit Sterling, inclinant la tête théâtralement. « Heure du décès. »« Pas encore, » cria Evelyn. Elle arracha son bras libre de l'aide-soignant distrait. Elle ne regarda pas le général pour permission. Elle ne regarda pas Sterling. Elle se jeta sur le plateau, attrapa le scalpel hâtif et sauta sur le tabouret.
Arrêtez-la, cria Sterling. Laissez-la travailler, rugit le général Hayes, s'interposant devant les aides-soignants, les bloquant avec sa canne. Evelyn ne les entendit pas. Le monde se rétrécit à un carré de 4 pouces sur la poitrine du soldat. Pas d'anesthésie, pas de temps. Elle lacéra la peau entre les côtes. Une incision précise et brutale. Le sang jaillit, sombre et furieux. « Écarteur », commanda-t-elle. Elle ne regarda pas pour voir qui le lui tendait. Sarah, tremblante, mais fonctionnant à l'instinct, claqua le métal dans la paume d'Evelyn. Evelyn ouvrit les côtes. C'était là. Le sac péricardique était tendu, violet, bombant comme un ballon d'eau sur le point d'éclater. Pince, ciseaux, coupe. C'était comme percer un furoncle. Du sang foncé explosa hors du sac, éclaboussant le visage d'Evelyn et la combinaison bleue. Le relâchement de pression fut instantané. « Palettes internes », ordonna Evelyn. Elle atteignit sa main gantée à l'intérieur de la poitrine du soldat, attrapant le cœur immobile. Il était chaud, glissant et terrifiamment immobile. « Allez, murmura-t-elle. Elle serra. « Massage, relâche, massage, relâche. Allez, Marine, ne me lâche pas. » La pièce était silencieuse, sauf pour le bruit de succion du massage manuel. Sterling était pressé contre le mur, pâle comme un drap. Le général pleurait silencieusement. « Charge interne à 10, dit Evelyn. Sarah lui tendit les palettes stériles. Evelyn les plaça directement sur le muscle cardiaque. Choc clair. Le corps tressaillit. Evelyn regarda le cœur. Il y eut un battement, puis une contraction, puis une forte contraction rythmique. Boum! Sur le moniteur, une ligne verte s'éleva, puis une autre, puis un rythme régulier. Bip, bip, bip. Rythme sinusal. Sarah respire, les larmes coulant sur son visage. Il est revenu. Oh mon Dieu, il est revenu. Evelyn ne célébra pas. Elle pinça rapidement le saignement sur le muscle cardiaque, une entaille dans le ventricule. Suture pour ligne 2-0 maintenant. Pendant les 20 minutes suivantes, la femme de ménage dirigea la salle de traumatologie. Elle sutura le cœur, plaça un drain thoracique et stabilisa la pression. Ses mains, rugueuses après des années à frotter les sols avec des produits chimiques agressifs, bougeaient avec l'élégance d'un pianiste de concert. Quand elle retira enfin ses mains et enleva les gants ensanglantés, le patient était stable. Evelyn descendit du tabouret. Elle sentit la chute d'adrénaline la frapper comme un coup physique. Elle essuya le sang de sa joue avec sa manche, laissant une traînée rouge. Elle leva les yeux. La pièce entière la regardait. Les infirmières, les aides-soignants, le général et le Dr. Sterling, qui semblaient sur le point de vomir. « Il doit aller aux soins intensifs, » dit Evelyn, sa voix retrouvant le rôle de la femme de ménage. « Surveillez son débit, vérifiez la coagulopathie. » Elle se retourna pour partir. Antea, la tête baissée, tendant la main vers son seau de vadrouille qui maintenait toujours la porte ouverte. « Attendez !» dit le général Hayes, sa voix brisée. Evelyn s'arrêta, la main sur le cadre de la porte. « Qui êtes-vous » demanda le général. « Aucune femme de ménage ne fait une thoracotomie au chevet du patient. » Evelyn ne se retourna pas. « Juste quelqu'un faisant son travail, monsieur. » Elle sortit dans le couloir, ramassa sa vadrouille et commença à nettoyer la traînée de sang qu'elle avait laissée sur le sol. Mais l'histoire n'était pas finie. En fait, le cauchemar ne faisait que commencer. Parce qu'en tournant le coin vers les ascenseurs, Evelyn vit un visage sur la télévision murale dans la salle d'attente. C'était un reportage sur un service commémoratif. Aujourd'hui marque 4 ans depuis la tragique tragédie à la base aérienne de Bagram et la disgrâce de Major Evelyn Cross, le boucher de Bagram. Evelyn se figea. Le Dr. Sterling l'avait suivi. Il se tenait à 10 pieds, tenant son téléphone levé, l'enregistrant. Il regarda la télévision, puis Evelyn, puis de nouveau son téléphone. Un sourire lent et malveillant se répandit sur son visage. « Major Cross » murmura Sterling, la réalisation le saisissant. « La femme qui a tué la fille d'un sénateur sur la table.
Vous êtes censé être en prison. Evelyn serra le manche de la vadrouille. Je vais être célèbre, siffla Sterling, appuyant sur publier pour la vidéo qu'il venait de prendre. Et vous? Vous allez retourner en enfer. Evelyn ne prit pas l'ascenseur. Elle prit les escaliers, ignorant la protestation hurlante de sa hanche blessée. Elle atteignit le niveau du sous-sol, faisant irruption dans le vestiaire. Ses mains, toujours légèrement tremblantes après la procédure, tâtonnèrent avec le cadenas à combinaison. Elle devait fuir à nouveau. Elle attrapa son manteau miteux et son sac en toile. À l'intérieur se trouvaient 300 $ en espèces et un téléphone jetable. C'était suffisant pour prendre un billet de bus pour 3 États plus loin et disparaître dans une autre ville sans nom, un autre emploi invisible. Mais alors qu'elle atteignait la sortie des employés, son propre téléphone, le vrai qu'elle allumait rarement, vibra dans sa poche. Puis il vibra encore et encore jusqu'à ce que ce soit une vibration continue contre sa cuisse. Elle le sortit. L'écran était inondé de notifications, d'alertes d'actualité, de tags sur les réseaux sociaux, de messages textes de numéros qu'elle ne reconnaissait pas. « C'est vous? OMG! Tueuse de bébés! » Ils l'ont trouvée à Seattle. Elle cliqua sur le premier lien. C'était une publication Twitter qui avait déjà 50 000 retweets. La légende disait « Le boucher de Bagram, surprise à se cacher en tant que femme de ménage à l'hôpital des vétérans Saint-Jude, vient d'agresser un médecin et de tailluder un patient. Où est-ce la sécurité? » La vidéo était tremblante, filmée verticalement sur un téléphone. Elle montrait les conséquences chaotiques du trauma 1. Elle montrait Evelyn, les yeux écarquillés, le visage et la combinaison bleue maculée de sang, criant après le Dr Sterling, tout en tenant un scalpel ensanglanté. Elle ne montrait pas la vie sauvée. Elle ne montrait pas le cœur battant. Elle ne montrait que ce qui ressemblait à une femme de ménage dérangée attaquant un chirurgien décoré. Evelyn s'appuya contre le mur de béton froid de l'allée derrière l'hôpital. L'air hivernal mordait ses poumons. C'était fini. 4 ans de cachette, d'avoir ravalé sa fierté, d'avoir enduré la douleur, disparu en 60 secondes. À l'intérieur de l'hôpital, la situation dégénérait. Le Dr Greg Sterling tenait audience dans le hall principal, entouré d'équipes de presse rapidement réunies. Il avait l'air secoué, courageux et totalement lésé. C'était terrifiant, a déclaré Sterling à un journaliste de Channel 4 en s'épongeant le front avec un mouchoir. Nous gérions un patient critique. Soudain, ce membre du personnel d'entretien, Evie, nous la connaissions juste sous le nom d'Evie, et fait irruption. Elle était incohérente, criant à propos de l'Afghanistan. Elle m'a agressé physiquement, m'a tordu le poignet et a saisi un scalpel non stérile. Mais n'a-t-elle pas effectué une thoracotomie? N'a-t-elle pas sauvé le patient? Demanda une reporter perspicace. Sterling ricana, un regard d'incrédulité magistrale traversant son visage. Le sauver? Elle l'a presque tué avec une mutilation non indiquée, imprudente, effectuée dans un environnement non stérile. Le patient a survécu malgré son agression, parce que mon équipe et moi avons pu le stabiliser après que la sécurité l'ait éloigné. C'est une personne dangereuse, et maintenant nous savons pourquoi. C'est le Major Evelyn Cross, la femme qui a massacré la fille du sénateur Sterling. Il laissa le lien planer dans l'air. Les journalistes altèrent. Le récit était établi. Le docteur héros contre la tueuse déshonorée et souffrant de TSPT caché parmi eux. Aux soins intensifs, Sarah Jenkins regardait le reportage sur un téléviseur mural près du poste des infirmières. Elle tremblait de rage. « C'est un mensonge, dit-elle bruyamment. C'est un putain de mensonge. Il était figé. Le gamin était mort. Evie l'a ramené. »« Sarah, tais-toi. » L'infirmière en chef siffla, regardant nerveusement les administrateurs de l'hôpital qui se regroupaient dans le coin avec des avocats. Le récit est déjà établi. Ne torpille pas ta carrière pour une femme de ménage. Surtout cette femme de ménage. Sarah regarda à travers la vitre dans la chambre des soins intensifs.
Tyler Hayes, le fils du général, était branché à une douzaine de machines, mais sa poitrine montait et descendait doucement. Il était en vie parce qu'une femme nommée Evelyn Cross avait enfreint toutes les règles. Dans la salle d'attente privée attenante aux soins intensifs, le général Arthur Hayes était assis comme une statue de pierre. Il regardait le reportage en sourdine. Il vit le visage de la femme qui avait sauvé son fils, le labouchère. « Général », murmura son aide, tendant une tablette. « Le briefing du Pentagone sur le Major Cross. C'est exhaustif. Libération déshonorante en attente de révision. Dépouillé de son grade, accusé de négligence grave, ayant entraîné la mort de la première lieutenant Kara Sterling à la base aérienne de Bagram en 2020. » Le général regarda la tablette, puis son fils endormi. Il se souvint du regard dans les yeux d'Evelyn. Ce n'était pas de la folie. C'était la clarté glaçante et absolue du commandement sous le feu. Il se souvint de la façon dont elle avait manipulé ce cœur avec révérence. « Kara Sterling », murmura le général. « La fille du sénateur William Sterling, oui, monsieur, et le docteur Greg Sterling en bas. C'est le fils du sénateur, le frère de Kara. » Les yeux du général se rétrécirent. Les pièces s'assemblèrent avec le bruit de chargement d'artillerie écœurant. Une chirurgienne déshonorée, se cachant comme une femme de ménage dans l'hôpital, où travaillait le frère de sa prétendue victime. Et maintenant ce frère contrôlait le récit qui l'enverrait en prison à vie. « Procurez-moi les images brutes des caméras de sécurité de la salle de traumatologie », ordonna le général, sa voix basse et dangereuse. « Monsieur l'administrateur de l'hôpital a dit que les caméras de la traumatologie 1 étaient en panne pendant l'incident, » répondit l'aide nerveusement. Le général se leva, s'appuyant lourdement sur sa canne. « En panne mon cul. Ça sent le camouflage. Et je déteste cette odeur presque autant que je déteste l'odeur de la cortite. Trouvez le Major Cross avant que la police ne le fasse et amenez-la moi. Evelyn ne s'est pas enfuie à 3 états de là. Elle ne le pouvait pas. Sa hanche s'était complètement bloquée au moment où elle avait atteint la gare routière. L'air froid et humide transformant la vieille blessure par shrapnel en un foyer d'agonie aveuglante. Elle se retira dans un sanctuaire, un appartement de sous-sol de 300 pieds carrés dans un complexe délabré près du quartier industriel. Ça sentait le mildiou et les nouilles Raymond bon marché. Il ne contenait aucun objet personnel, aucune photo, aucune récompense, juste un lit de camp, une plaque chauffante et les fantômes qu'elle portait avec elle. Elle s'assit sur le bord du lit de camp, fixant le sol. Elle n'alluma pas les lumières. La lueur bleue de son téléphone qui explosait illumina la petite boîte en fer qu'elle gardait sous le plancher sous son lit. Elle l'ouvrit. À l'intérieur, il n'y avait pas d'argent ni de drogue. C'était une médaille d'étoiles d'argent. Tierney et une photo d'une jeune femme souriante en équipement de vol. Lieutenant Kara Sterling. Evelyn toucha la photo. « J'ai essayé, Kara », murmura-t-elle à la pièce vide. « J'ai essayé si fort. » La douleur dans sa hanche devenait insupportable, brouillant les frontières entre le passé et le présent. L'odeur de mildiou s'estompa, remplacée par l'odeur de carburant JP8 brûlé et de poussière afghane pulvérisée. Flashback. Base aérienne de Bagram, Afghanistan. Août 2020. La chaleur était un poids physique, 110 degrés à l'ombre, mais il n'y avait pas d'ombre sur le tarmac. Le Major Evelyn Cross, chef des traumatismes, se tenait à l'extérieur des bâches du CSH, hôpital de soutien au combat, plissant les yeux contre l'éblouissement. « Où est-ce-t-elle arrivée, sergent ?» cria-t-elle par-dessus le rugissement d'un CS-30 sortant. « 10 minutes, Major. Ils ont essuyé des tirs nourris pendant l'extraction. VIP à bord. La fille du sénateur Sterling est le pilote. » Evelyn sentit un creux dans son estomac. Les VIP signifiaient la politique. La politique signifiait des retards. Les retards signifiaient la mort dans son travail. Le sénateur William Sterling visitait Bagram pour une mission d'information qui impliquait principalement de serrer des mains pour des séances photos tout en ralentissant les opérations réelles.
Le Black Hawk arriva en force, traînant de la fumée. Il atterrit brutalement sur le tarmac, rebondissant une fois avant de déraper jusqu'à l'arrêt. Les ambulanciers sprintaient déjà. Quand ils tirèrent le lieutenant Kara Sterling du cockpit, Evelyn sut qu'il était trop tard. La combinaison de vol était trempée de sang d'une blessure catastrophique au cou. Des éclats avaient manqué son gilet pare-balles. Ils l'amenèrent quand même dans la salle de traumatologie. Evelyn prit les devants. Pas de bruit respiratoire. Trachée déviée à gauche. Hémorragie massive, cria Evelyn, ses mains bougeant automatiquement. Elle regarda dans les yeux de Kara Sterling. Ils étaient fixes et dilatés. Elle est tombée, Major. Elle est tombée depuis au moins 15 minutes, dit tranquillement le capitaine Davies, son second. Evelyn connaissait les protocoles. Dans une situation de victimes multiples, ce qui était rapidement en train de devenir le cas, alors que le reste de l'équipage de Kara était déchargé, on ne gaspillait pas de ressources sur les morts. On trie. Déclarez-la morte, dit Davis. Avant qu'Evelyn ne puisse parler, les bâches de la tente s'ouvrirent. Le sénateur William Sterling entra à grands pas, entouré d'une phalange d'aide et de hauts gradés militaires. Il était impeccable, son gilet kaki pressé. « Où est-elle? Où est-ce ma fille? » demanda le sénateur. Il vit Kara sur la table. Il vit l'immobilité. « Réparez-la. Faites quelque chose. »« Sénateur, veuillez reculer, » dit Evelyn, sa voix tendue. « Nous évaluons. »« Ne m'évaluez pas, Major. C'est ma fille. Opérez, codez-la, faites tout ce que vous avez à faire. » Il était hystérique, saisissant le haut de la blouse d'Evelyn. Les caméras qui l'avaient suivi toute la journée étaient maintenant braquées sur la salle de traumatologie, capturant la douleur brute d'un père, mais compromettant également le champ stérile et créant le chaos. Evelyn regarda le moniteur, ligne plate, asystolie pendant 20 minutes. « Sénateur, je suis désolé, » dit Evelyn, posant une main sur le moniteur pour bloquer la vue. Elle est partie. Ses blessures étaient incompatibles avec la vie. Le sénateur devint rigide. Son visage prit d'une teinte violette terrifiante. « Vous n'avez même pas essayé. Vous restez juste là. Vous incompétente. Vous l'avez laissé mourir parce que vous ne vouliez pas vous salir les mains, monsieur. » Elle était DOA. « Le transport a été retardé parce que votre entourage a dégagé l'espace aérien pour votre arrivée, » dit Evelyn, l'épuisement la rendant imprudente avec la vérité. Le silence dans l'attente fut absolu. Le sénateur regarda les caméras, qui avaient capturé son accusation. Sa douleur se calcifia instantanément en pure rage politique. « Vous êtes fini, Major, » siffla-t-il, se penchant pour que seule elle puisse l'entendre. « Je vous enterrerai. Vous êtes ivre, vous êtes drogué, vous avez hésité. C'est l'histoire et personne ne me bat. » L'enquête dura 3 mois. C'était un tribunal fantoche. Les dossiers médicaux furent altérés. Des témoins comme le capitaine Davis furent soudainement transférés dans des bases au Groenland ou réduits au silence par des menaces sur leur pension. Le sénateur Sterling, un membre puissant du comité des services armés, tira toutes les ficelles. Evelyn fut dépeinte comme une chirurgienne cowboy épuisée, toxicomane aux opiacés, qui avait gelé sous la pression et laissé mourir une héroïne. Ils lui retirèrent son grade. Ils lui retirèrent sa licence médicale. Ils ne l'envoyèrent en paix à Leavenworth uniquement parce qu'ils ne voulaient pas d'un procès public où elle aurait pu parler. Ils la détruisirent et la laissèrent pourrir. Présent, Evelyn revint à la réalité alors qu'une sirène hurlait devant la fenêtre de son appartement. Des lumières bleues et rouges tranchaient l'obscurité de son unité de sous-sol. Ils étaient là. Elle se leva, la douleur dans sa hanche l'aveuglant. Elle attrapa le sac d'urgence. Elle attrapa la boîte en étain. Quelqu'un frappa à la porte fragile. Evelyn Cross, c'est le département de police de Seattle. « Ouvrez !» Elle regarda la petite fenêtre de sortie en hauteur sur le mur du fond. C'était sa seule issue. Elle s'ouvrait sur une ruelle utilisée pour la collecte des ordures. « Ouvrez la porte ou nous la défoncerons. »
Evelyn fourra la boîte en étain dans son sac. Elle traîna une chaise sous la fenêtre. Chaque mouvement était une agonie. Elle grimpa, poussant la fenêtre ouverte. L'air froid frappa son visage mouillé. Crash! La porte d'entrée vola en éclats. Des faisceaux de lampes de poche coupèrent la poussière. Gel. Mince où je peux les voir. Evelyn ne gela pas. Avec un grognement d'effort qui lui donna l'impression de se déchirer en deux, elle se hissa à travers la petite fenêtre et tomba sur l'asphalte de l'allée, atterrissant durement sur sa mauvaise hanche. Elle cria dans sa manche. Elle est sortie par derrière. « Allez, allez !» Evelyn se remit debout en titubant, boitant dans l'ombre, fugitif une fois de plus. Mais cette fois, le monde entier regardait. Et l'homme dont elle avait sauvé la vie dans le désert, l'homme dont elle venait de sauver le fils ce soir, était la seule personne qui pourrait avoir le pouvoir et la volonté d'arrêter de fuir et de commencer à riposter. Si le général Hayes pouvait la trouver avant la police, ou pire, avant que Greg Sterling ne l'atteigne, peut-être que les morts pourraient enfin reposer en paix. Mais alors qu'Evelyn boitait dans la nuit, elle savait que les chances étaient pires que n'importe quel champ de bataille sur lequel elle avait jamais posé le pied. La ville de Seattle se transforma la nuit. Les tours technologiques étincelantes et les cafés s'estompaient dans un labyrinthe de ruelles glissantes de pluie et d'ombre. Pour Evelyn Cross, c'était un terrain familier. Pas la ville elle-même, mais l'acte de survie. Elle boita à travers le quartier de Pioneer Square, sa hanche hurlant à chaque pas. L'adrénaline s'était depuis longtemps métabolisée, laissant derrière elle un épuisement froid et tremblant. Elle avait besoin de quitter les rues. Les scanners de police bourdonneraient avec sa description. Femme blanche d'une quarantaine d'années, instabilité mentale dangereuse. Elle trouva un refuge temporaire dans une laverie automatique ouverte 24 heures sur 24. Le préposé dormait à l'arrière. Evelyn se recroquevilla dans un coin près des sèche-linges, la chaleur s'infiltrant dans ses os gelées. Elle baissa sa capuche. Elle devait réfléchir. Courir était une tactique à court terme, pas une stratégie. Elle n'avait pas de voiture, peu d'argent liquide, et son visage était en vogue sur toutes les plateformes de médias sociaux de l'hémisphère occidental. « Ils me trouveront », réalisa-t-elle. « C'est une question d'heure. » De retour à l'hôpital Saint-Jude, la chasse prenait une forme différente. Le général Arthur Hayes avait réquisitionné le bureau de l'administrateur de l'hôpital. Il n'avait pas demandé. Il était simplement entré, flanqué de 2 policiers militaires qu'il avait convoqués de la base voisine, et s'était assis. « Général, c'est très irrégulier, » balbutia l'administrateur, un homme nerveux nommé M. Henderson. « C'est un hôpital civil. Vous n'avez aucune juridiction ici. »« Mon fils est allongé dans votre USI, » dit Hayes, sa voix comme du gravier grinçant dans un mixeur. « Cela me donne un intérêt direct. Et puisque la femme qui l'a sauvé est traquée comme un chien sur la parole d'un homme à qui je ne ferai pas confiance pour éplucher des pommes de terre, je crée la juridiction. » Hayes pointa ce Ken vers l'administrateur. « Maintenant, les images de sécurité du trauma 1. Vous avez dit qu'elles étaient en panne. Je veux parler à votre directeur informatique maintenant. » 10 minutes plus tard, un jeune technicien informatique terrifié nommé Kevin se tenait devant le général. « Kevin, » dit le général doucement, « j'ai des petits-enfants plus âgés que toi. Je veux que tu sois honnête avec moi. Les caméras ont-elles mal fonctionné? » Kevin regarda M. Henderson, puis le général imposant, puis le sol. « Non, monsieur. »« Kevin, » aboya Henderson. « Elles n'ont pas mal fonctionné, » lâcha Kevin. « Le Dr. Sterling m'a demandé de supprimer le fichier. Il a dit que c'était une question de confidentialité sensible pour le patient. Il a dit que si je ne le faisais pas, il me ferait virer. Mais j'ai fait une sauvegarde. » Le général sourit. C'était un sourire froid et prédateur. « Tu es un homme bon, Kevin. Montre-moi. » Ils ont regardé les images sur le grand moniteur de l'administrateur. C'était de la haute définition, d'une clarté cristalline. Ils ont vu le chaos. Ils ont vu Sterling se figer. Ils l'ont vu tâtonner avec l'aiguille, transpirer, paniquer. Puis ils ont vu Evelyn à l'écran. Elle ne ressemblait pas à une femme de ménage.
Elle se déplaçait avec une économie de mouvement effrayante. La façon dont elle a désarmé Sterling n'était pas une agression. C'était une neutralisation d'une menace pour le patient. La thoracotomie était brutale, oui, mais précise. Le général, vétéran de 3 guerres, savait à quoi ressemblait la compétence. Il l'a regardé masser le cœur de son fils. Il l'a regardé coudre la plaie. Il a regardé le Dr. Sterling sortir son téléphone et l'enregistrer seulement après que le danger soit passé. Elle ne l'a pas attaqué, murmura Hayes. Elle l'a relevé de son commandement. Il se tourna vers l'administrateur. Où est le Dr. Sterling maintenant? Il est dans la salle de presse, dit Henderson, transpirant. Le sénateur Sterling vient d'arriver. Ils donnent une déclaration conjointe. Le général se leva. Allons-y. En bas, la salle de presse était bondée. Le sénateur William Sterling, ayant tout l'air de l'homme d'État affligé mais stoïque, se tenait au pupitre. Son fils Greg se tenait à ses côtés, le bras en écharpe qu'il n'avait décidément pas besoin. « Mes amis, » le sénateur commença, sa voix riche et exercée, « c'est une tragédie que nos vétérans soient si souvent laissés pour compte par le système. Cette femme, le Major Cross, est un symbole de cet échec. Brisée par la guerre, toxicomane, dangereuse. Ce soir, elle a attaqué mon fils, un chirurgien dévoué, lors d'un épisode psychotique. Nous devons la trouver avant qu'elle ne blesse quelqu'un d'autre. Elle a failli tuer le patient, ajouta Greg, s'approchant du micro. Si je n'étais pas intervenu pour stabiliser la situation, menteur. Le mot ne fut pas crié. Il fut prononcé avec une autorité calme et absolue du fond de la pièce. Les caméras se tournèrent. Le général Hayes se tenait là. Il ne regarda pas la presse. Il regarda droit le sénateur. Général Hayes, le sénateur sourit étroitement. « Nous sommes tous soulagés que votre fils soit stable. »« Mon fils Greg ici. »« Votre fils Greg, » interrompit Hayes, marchant lentement vers le pupitre, la foule s'écartant pour lui être un lâche. « Et vous êtes un fraudeur, William. » La pièce éclata en murmures. « Général, vous êtes émotif, » dit le sénateur, son sourire vacillant. « Nous pouvons en discuter en privé. »« Non, » dit Hayes. « Nous en discuterons maintenant. Vous avez enterré la vérité sur Bagram pour sauver vos chiffres de sondage. Et maintenant, vous essayez d'enterrer la femme qui a sauvé mon fils pour sauver la réputation de votre fils. Cela se termine ce soir. » Hayes se tourna vers les caméras. « La police cherche la mauvaise personne. La femme que vous connaissez comme la femme de ménage est la plus fine chirurgienne de combat que ce pays ait jamais produite. Et je vais la trouver avant vous. » Il sortit, laissant le sénateur stupéfait sous l'éclat des flashs. Mais Hayes savait que le temps passait. Il avait acheté du temps à Evelyn, mais il n'avait pas acheté sa sécurité. La police avait ses ordres. Il sortit son téléphone et composa un numéro qu'il n'avait pas utilisé depuis des années. Un entrepreneur privé, un traqueur. « Trouvez-la, » dit Hayes. « N'engagez pas. Donnez-moi juste les coordonnées et amenez un médecin. Elle est blessée. » Evelyn ne passa pas la nuit à la laverie. Le préposé se réveilla et menaça d'appeler la police. Elle était de retour dans la rue à 3 heures du matin. Son corps s'éteignait. L'infection à sa hanche, aggravée par la chute et le froid humide, envoyait des pics de fièvre à travers son système. Elle hallucinait maintenant. Les lampadaires ressemblaient à des balles traçantes. Le bruit d'une voiture qui passait ressemblait à un rotor de Black Hawk. « Allonge-toi », une voix murmura dans sa tête. « Arrête juste, Evie. C'est plus facile. » Elle trébucha dans un chantier de construction près du front de mer. Il était clôturé, mais elle trouva une brèche. Elle rampa à l'intérieur d'une structure en béton à moitié finie, se recroquevillant sur un tas d'isolants. Elle ferma les yeux. Major Cross. Ses yeux s'ouvrirent un temps grand. Ce n'était pas un rêve. Debout au-dessus d'elle se tenait Sarah Jenkins, l'infirmière de l'unité de traumatologie. Elle portait un épais manteau et tenait une lampe de poche. Derrière elle se tenait le général Hayes. « Comment? » Evelyn craqua, essayant de s'asseoir mais échouant. « Vous avez laissé votre téléphone jetable allumé, » dit Sarah doucement, s'agenouillant à côté d'elle.
J'ai traqué le signal. Je savais que vous ne quitteriez pas la ville. Vous ne fuyez pas un combat, n'est-ce que bon? Evelyn regarda le général. Elle s'attendait à des menottes. Elle s'attendait à de la colère. Au lieu de cela, le général enleva son cher manteau de laine et le drapa sur son corps tremblant. « Nous devons l'emmener à l'hôpital, » dit Sarah, vérifiant le pouls d'Evelyn. « Elle a de la fièvre. Sepsie. »« Pas d'hôpital, » râla Evelyn. « La police. Ils vont m'arrêter. Qu'ils essayent. » Hayes grogna. « Sarah, peux-tu la stabiliser ici ou dans une maison sûre? » « J'ai un kit, » dit Sarah, ouvrant son sac. « Je peux commencer les antibiotiques et les liquides. » Mais elle a besoin de repos. Ils la transportèrent, non pas à un hôpital, mais à la résidence privée du général. Un domaine isolé à la périphérie de la ville. C'était une forteresse. Pendant 2 jours, Evelyn sombra et sortit de la conscience. Elle vit Sarah changer ses vies. Elle vit le général assis dans le fauteuil près de la fenêtre, lisant des dossiers, la regardant. Quand elle se réveilla enfin et que la fièvre était tombée, c'était le matin. La pièce était lumineuse et propre. Elle sentait la lavande, pas l'antiseptique. Elle s'assit. Sa hanche était bandée correctement. Elle portait un pyjama propre. Le général était là. Il ferma son dossier et la regarda. « Vous avez dormi pendant 48 heures, dit-il. »« Mon travail, » commença Evelyn. « Vous êtes viré, » dit Hayes sèchement. « Mais je pense que vous êtes surqualifié pour le travail d'entretien de toute façon. » Il se leva et s'approcha du lit. Il avait l'air plus âgé qu'à l'hôpital. Le poids de ce qu'il avait appris était lourd sur lui. « J'ai regardé les images, Evelyn. Toutes. Les images de la chirurgie de mon fils. » Et il fit une pause, sa voix tremblant légèrement. « J'ai récupéré les journaux satellites classifiés de Bagram, 14 août 2020. » Evelyn se figea. « Vous ne pouviez pas. Ceux-là sont scellés. Comité du renseignement du Sénat seulement. »« J'ai des amis en banlieue, » dit Hayes. « Je sais que le sénateur a retardé le transport. Je sais que l'espace aérien était fermé pour sa séance photo. Je sais que sa fille était morte avant qu'elle n'atteigne votre table. » Evelyn baissa les mains. Il avait besoin d'un méchant. J'étais le chef de la traumatologie. C'était ma table, ma responsabilité. Donc vous avez pris le blâme, dit Hayes. Vous les avez laissés détruire votre vie pour protéger la mémoire de sa fille ou pour protéger l'armée d'un scandale. Kara Sterling était une héroïne, murmura Evelyn. Si la vérité éclatait, que la vanité de son propre père l'avait tué, cela aurait détruit son héritage. Cela aurait transformé sa mort en un cirque politique. Je pensais que si je prenais juste le blâme, elle pourrait reposer en paix. Et le sénateur, il a promis qu'il financerait de meilleurs blindages pour les pilotes si je partais tranquillement. Le général frappa sa main sur la table de chevet, faisant sursauter Evelyn. Il a menti, rugit Hayes. Il n'a rien financé. Il a coupé le budget 6 mois plus tard. Il vous a utilisé, Evelyn. Il vous a mâché, craché et a ri tout le long de sa réélection. Et maintenant, il le refait avec son fils. Hayes sortit une tablette de sa veste. Regardez ça. Il lui montra un clip d'actualité. C'était du matin même. Urgent. Le sénateur Sterling demande la cour martiale immédiate de la femme de ménage voyou. Affirme qu'elle a volé des stupéfiants de l'hôpital. Ils sont en train de planter des preuves maintenant. Hayes dit qu'ils ont trouvé du fentanyl dans votre casier, ce que je sais que vous n'avez pas mis là. Evelyn rit, un son sec et amer. Je ne prends même pas de Tylenol, général. J'ai besoin de la douleur. Je sais, dit Hayes, mais le monde non. Il pense que vous êtes un monstre. Il se penche après. Je peux faire disparaître ça, Evelyn. Je peux vous obtenir une nouvelle identité. Je peux vous emmener au Canada. Vous pouvez disparaître pour de vrai cette fois. Evelyn regarda la fenêtre. Liberté, silence, plus de combat. Ou, dit le général, ses yeux brillants, nous pouvons les brûler. Nous pouvons entrer dans cet hôpital avec les preuves que j'ai, et nous pouvons montrer au monde qui sont les vrais bouchers.
Je suis fatigué, général, dit Evelyn doucement. Je ne suis qu'une femme de ménage. Non, dit Hayes. Il tendit la main dans sa poche et sortit une petite boîte de velours. Il l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait son insigne de grade, les feuilles de chêne dorées d'un major. Je les ai faites rééditer ce matin. Hayes dit, mon fils est réveillé. Evelyn, il veut vous rencontrer. Il veut remercier l'officier qui lui a sauvé la vie. Evelyn toucha la médaille d'or. Elle sentit les larmes monter, chaudes et rapides. Que voulez-vous faire, Major? Demanda Hayes. Evelyn referma sa main autour de l'insigne. Le râle dans sa voix disparut. Le creux de ses épaules disparut. Elle leva les yeux et pour la première fois en 4 ans, le fantôme de la salle 4 était parti. « Je veux mon scalpel de retour, dit-elle. La conférence de presse était prévue à 10 heures du matin dans l'atrium principal de l'hôpital des vétérans Saint-Jude. Elle était conçue pour être un tour de victoire pour le sénateur William Sterling. Le récit était poli. La dangereuse fugitive était toujours en fuite. Son fils était un héros qui avait nettoyé son désordre. Et il annonçait un nouveau projet de loi pour augmenter la sécurité dans les hôpitaux de l'administration des vétérans. Un projet de loi qui canaliserait commodément des millions vers une firme de défense dont il possédait des parts. La salle était bondée. Des reporters, des caméras, du personnel hospitalier et même quelques patients curieux alignaient les balcons surplombant l'atrium. Le Dr. Greg Sterling se tenait à côté de son père, l'air solennel dans une blouse blanche fraîche, son bras toujours dramatiquement en écharpe dont il n'avait pas besoin. Nous vivons des temps dangereux, le sénateur tonna dans le microphone, sa voix résonnant sur le plafond de verre. Quand nos guérisseurs sont attaqués par les personnes même engagées pour balayer les sols, nous savons que le système est brisé. Cette femme, Evelyn Cross, est un symptôme d'une pourriture clarté. Le bruit des doubles portes à l'arrière de l'atrium s'ouvrant coupa le discours du sénateur comme un couteau. Les têtes se tournèrent, les caméras pivotèrent. Descendant l'allée centrale n'était pas une fugitive menottée. C'était le général Arthur Hayes en uniforme de cérémonie complet, sa poitrine lourde de rubans et d'étoiles. Et marchant à ses côtés, non plus dans une combinaison bleu sale, mais dans un uniforme de cérémonie net emprunté avec les feuilles de chêne doré d'un major sur ses épaules, était Evelyn Cross. Elle ne boitait pas. Elle marchait. Un murmure de choc traversa la pièce. La caméra zooma sur son visage, propre, déterminé et absolument sans peur. « Sécurité !» hurla le sénateur Sterling, son sang-froid se brisant instantanément. « Arrêtez cette femme, c'est une fugitive. » 2 gardes de sécurité s'avancèrent, les mains sur leur taser, mais le général Hayes leva simplement une main. « Repliez-vous, monsieur, à moins que vous ne vouliez expliquer au Pentagone pourquoi vous avez interféré avec une enquête militaire active. » Les gardes se figèrent. L'autorité dans la voix de Hayes était absolue. Evelyn marcha droit vers le podium. Le sénateur la regarda avec un mélange de haine et de peur véritable. Greg Sterling semblait vouloir se fondre dans le sol. « Major Cross, » siffla le sénateur, loin du micro. « Vous faites une erreur. Je vous enterrerai si profond que vous ne reverrez jamais le soleil. » Evelyn ne le regarda pas. Elle s'approcha du microphone. Elle regarda la mère de visage, les infirmières avec lesquelles elle avait travaillé pendant des mois, qui ne connaissaient jamais son nom, les médecins qui l'avaient ignoré, les reporters qui l'avaient vilipendé. « Mon nom est Major Evelyn Cross, » dit-elle. Sa voix était ferme, amplifiée à travers l'atrium. « Pendant les 6 derniers mois, j'ai nettoyé les sols de cet hôpital. J'ai vidé vos poubelles, j'ai lavé vos draps, et j'ai observé. » Elle se tourna vers Greg Sterling. « Je vous ai observé, docteur. Je vous ai observé ignorer les appels. Je vous ai observé falsifier des dossiers. Et il y a 2 nuits, je vous ai observé geler pendant qu'un soldat mourait sur votre table. »« Elle ment !» cria Greg, le visage rouge, s'avançant vers elle. « Elle est folle. Elle m'a attaqué. »« Passez la bande !» ordonna le général Hayes.
Sur l'écran de projection massif derrière le podium, destiné à la présentation PowerPoint du sénateur. Le flux changea. Ce n'étaient pas les diapositives du sénateur. C'étaient les images de sécurité du trauma 1. La pièce devint silencieuse. Ils regardèrent la femme de ménage diagnostiquer la tamponnade. Ils regardèrent Greg Sterling paniqué. Ils regardèrent l'incision salvatrice. Ils virent avec une clarté haute définition qu'il n'y avait pas d'agression, seulement un sauvetage. Ils virent le moment où Evelyn tendit la main dans la poitrine et massait le cœur pour le ramener à la vie. « C'est une vidéo truquée !» hurla le sénateur, essayant de bloquer l'écran avec son corps. « Éteignez-la! C'est une farce! »« Nous avons plus !» dit Evelyn calmement. L'écran changea de nouveau. Cette fois, c'était un document scanné, un journal de vol de la base aérienne de Bagram daté du 14 août 2020. Il montrait un ordre de retenue VIP signé par le sénateur William Sterling, retardant l'évacuation sanitaire du lieutenant Kara Sterling de 45 minutes. La foule allaita. Les journalistes tapaient frénétiquement, sentant le scoop de la décennie. Les flashs éclatèrent comme des tirs staccato. « Vous avez tué votre fille, sénateur, » dit Evelyn, sa voix baissant jusqu'à un murmure qui rugit à travers les haut-parleurs. « Vous vouliez une séance photo sur le tarmac. Elle a payé de sa vie. Et vous m'avez fait le bouc émissaire parce que vous ne pouviez pas vous regarder dans le miroir. » Le sénateur se tenait là, la bouche s'ouvrant et se fermant, son visage perdant toute couleur. L'animal politique avait finalement été acculé. Le mensonge qui avait soutenu sa carrière pendant 4 ans s'évapora à la lumière de la vérité. Et vous, Evelyn, se tourna vers Greg. Vous avez supprimé les images. Vous avez planté des drogues dans mon casier. Vous avez essayé de me détruire pour cacher votre propre incompétence. Vous n'êtes pas un médecin, Greg. Vous êtes un poids mort. Greg tremblait. Il regarda son père pour obtenir de l'aide. Mais le sénateur fixait d'un air vide le journal de vol à l'écran, son héritage s'incinérant en temps réel. « Général Hayes, dit Evelyn, reculant du micro, ils sont tous à vous. » La police militaire s'approcha. Non pas pour Evelyn, mais pour les Sterling. Tandis que le sénateur se faisait lire ses droits, criant à propos de conspiration, et que Greg était emmené en pleurant. L'atrium éclata, non pas en applaudissements. Ce n'était pas un film, mais dans le bruit électrique chaotique de la justice rompant enfin la surface. Evelyn ne resta pas pour les interviews. Elle n'attendit pas les excuses. Elle quitta la scène. Sarah Jenkins l'attendait près de la sortie. L'infirmière pleurait, souriant à travers les larmes. « Tu sais vraiment comment quitter un emploi, Evie? » Sarah dit qu'il était temps de changer de carrière. Evelyn sourit. C'était la première fois qu'elle souriait sincèrement depuis des années. Le poids avait disparu. La douleur à la hanche n'était plus qu'une douleur sourde. « Alors, quoi maintenant? » demanda Sarah. « Réintégration, chef de chirurgie. » Evelyn regarda en arrière vers l'hôpital. Elle vit les patients. Elle vit le personnel. Elle vit le travail qui restait à faire. « Le général Hayes m'a proposé de me rendre ma commission, » dit Evelyn. « Mais je pense que j'en ai fini avec les ordres. Il y a une clinique à Detroit, en centre-ville, sous-financée. Ils ont besoin d'un chirurgien qui sait travailler avec rien d'autre qu'un scalpel et une prière. Pas de politique, juste de la médecine. Ils auraient de la chance de vous avoir, » dit Sarah. « Une chose d'abord, » dit Evelyn. Elle marcha vers les ascenseurs. Elle devait aller aux soins intensifs. Tyler Hayes était éveillé. Il était pâle, faible et branché à des tubes, mais ses yeux étaient ouverts. Quand Evelyn entra, il tourna la tête. Il ne savait pas qui elle était. Il vit juste une femme en uniforme de cérémonie. « Maman, » murmura-t-il. Evelyn marcha jusqu'au chevet. Elle lui prit la main. Elle était chaude. Le pouls était fort, régulier, vivant. « Repose-toi bien, soldat, » dit-elle doucement. « Tout va bien se passer. »« Est-ce que je vous connais? » demanda Tyler, plissant les yeux. « J'ai fait ce rêve. Une femme de ménage tenait mon cœur. Elle m'a dit de ne pas abandonner. Evelyn lui serra la main. Elle ne le corrigea pas. Elle n'avait pas besoin du crédit. Elle n'avait pas besoin de la célébrité. Le battement de son cœur contre ses doigts
était la seule médaille dont elle aurait jamais besoin. Juste un rêve, dit Evelyn Cross. Juste un fantôme qui passe. Elle se retourna et sortit de la pièce, laissant la porte ouverte derrière elle. Elle marcha dans le couloir, devant le placard à fourniture, devant le seau de vadrouille jaune, et sortit dans la lumière vive et aveuglante d'un nouveau jour. La femme de ménage était partie. La chirurgienne était de retour. Et cette fois, elle ne se cachait de personne. Parfois, les plus grands héros sont ceux que nous refusons de voir. Evelyn Cross a tout perdu pour sauver la réputation d'un politicien. Mais elle a tout risqué de nouveau pour sauver la vie d'un seul soldat. Cela vous fait vous demander, qui sont les gens invisibles dans votre vie? Ceux qui nettoient les sols, servent le café, conduisent le bus, quelles histoires cachent-ils? Si l'histoire d'Evelyn vous a ému, veuillez cliquer sur ce bouton « J'aime ». Cela nous aide à raconter plus d'histoires sur les héros méconnus parmi nous. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne jamais manquer un drame de la vie réelle. Et dites-nous dans les commentaires, avez-vous déjà rencontré un héros déguisé? Merci d'avoir regardé.